Le sujet qui m'a occupé pendant ce séminaire, c'est l'évolution d'un lieu de savoir comme la bibliothèque par rapport à la mutation numérique, en comprenant la bibliothèque à la fois comme un lieu de savoir et un lieu d'exercice du savoir. Et ce qui caractérise la bibliothèque au sens classique du terme, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, c'est qu'elle arrivait à concilier ces deux aspects. Premièrement, elle avait le monopole de l'accès, c'est-à-dire qu'elle concentrait en son sein les corpus de référence pour une communauté scientifique et des ouvrages rares par rapport à des références culturelles. Et en même temps, si on voulait expérimenter, acquérir, s'approprier le contenu de ces ouvrages, il fallait se rendre à la bibliothèque et les consulter, les lire. Et la seule manière de pouvoir réutiliser et de pouvoir manipuler ces contenus, c'était tout simplement de les lire, les annoter, de les recopier, d'en faire ses propres productions pour pouvoir repartir avec la mémoire écrite et inscrite dans sa propre mémoire de ces contenus. Ces deux fonctions qui sont intimement liées, d'une certaine manière, on peut dire que pour s'approprier le contenu, il faut d'abord y accéder, donc il faut aller à la bibliothèque, et en même temps, pour pouvoir manipuler le contenu, il fallait déjà être capable de le lire, de se l'approprier, etc. Et bien cette caractérisation de la bibliothèque classique est en train de voler en éclats du fait de la mutation numérique. Alors la première chose qui fait que la bibliothèque n'a plus exactement le même fonctionnement, c'est tout simplement que le numérique, de manière évidente, a cassé le monopole de l'accès à la bibliothèque, puisque tout un chacun maintenant peut acquérir et accéder à des contenus numériques sans passer par la médiation d'une bibliothèque, que ce soit la bibliothèque numérique en ligne, que ce soit les sites d'agrégation de contenu, les Wikipédia, les YouTube, etc., qui permettent d'accéder à toutes sortes de contenus, indépendamment de la médiation du lieu de bibliothèque et de la médiation également informationnelle du bibliothécaire. Donc ça, c'est un premier aspect tout à fait fondamental. Mais il y en a un autre également qui est encore plus fondamental, c'est la relation au contenu. Si on prend l'exemple d'un travailleur du savoir d'il y a quelques décennies, par exemple un étudiant ou un professeur, etc., eh bien, lorsqu'il voulait produire un contenu intellectuel en s'inspirant et en s'appuyant sur d'autres ouvrages, il prenait des notes à partir de ces contenus, parce que pour lui, s'approprier le livre qu'il est en train de lire, eh bien, c'était de le lire, de l'annoter, comme je disais tout à l'heure, et d'en faire une production sous forme de notes. Puis après, il reprenait ces notes, il les lisait et il les reformulait encore une fois pour faire son ouvrage de synthèse, son mémoire, son article, sa thèse, son ouvrage. Et donc, on voit que dans la pratique classique du contenu, s'approprier et manipuler un contenu reposait nécessairement sur la médiation de la pensée et de l'assimilation. Mais le numérique est un support qui permet précisément de manipuler le contenu sans forcément avoir besoin de le lire. C'est l'aboutissement du numérique comme technique de grammatisation des contenus, ce qui veut dire qu'on est capable de manipuler le support technique du contenu, de le recopier, de le reformater, sans avoir forcément besoin de passer par sa médiation intellectuelle, la médiation cognitive de sa compréhension. Un exemple bien connu, c'est que le fait je peux copier-coller un contenu sur le web ou un contenu numérique sans avoir besoin de le lire. Je peux très bien prendre un bloc de texte, l'intégrer dans un article que je suis en train d'écrire sans lire ce bloc de texte, évidemment pour le meilleur ou pour le pire, certes, mais c'est une action qui est techniquement possible et puisqu'elle est possible, on ne se prive pas de la mettre en œuvre. Donc, ce qui est tout à fait nouveau avec le numérique, c'est que la pratique du contenu ne renvoie pas forcément à une pratique du savoir et une expérience du savoir. Donc, on voit que la bibliothèque perd ces deux fonctions antiques, qui étaient d'une part le monopole de l'accès et de permettre l'accès au contenu, et d'autre part d'être le lieu où on expérimente le savoir, parce que dès qu'on accède au savoir et qu'on veut se l'approprier, il faut le lire. Donc aujourd'hui, la bibliothèque doit reconstruire sa capacité à avoir sa fonction vis-à-vis de l'économie du savoir sur d'autres bases que celles de l'accès et de l'appropriation. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que la bibliothèque se reconfigure pour devenir un lieu vraiment d'exercice et pratique de la connaissance, où on considère que le contenu en tant qu'accès n'est plus un enjeu,
tout le monde arrive à la bibliothèque en ayant déjà d'une certaine manière les contenus, mais la bibliothèque devient le lieu où on peut confronter ses propres expériences du savoir et avoir un lieu particulier où on peut prendre le temps et on peut se retirer en fait du monde environnant pour permettre ce dialogue entre esprit et lecteur pour pouvoir s'approprier des contenus qui ont une durée d'assimilation qui aujourd'hui va être trop longue par rapport au temps mondain, c'est-à-dire le temps que la société numérique nous impose. Et donc l'enjeu, on le voit très bien par exemple dans notre université où la bibliothèque est souvent désertifiée par les étudiants et les chercheurs et elle doit se réinventer sur de nouvelles bases. Il y a tout à fait nécessité de pouvoir trouver et définir des modalités de rencontre entre pratiques intellectuelles, accès à des contenus qui méritent d'être discutés, médités et appropriés sur la durée. Et c'est cette fonction d'exercice du savoir qui, je pense, est la clé de la refondation de la bibliothèque aujourd'hui.